Elisabeth Noir, bonjour. Bonjour Gilles. Vous recevez aujourd'hui Pascal Lafleur, candidat sans étiquette dans la première circonscription. Pascal Lafleur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes parti le dernier dans cette campagne législative. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez le sentiment d'arriver à rattraper votre retard par rapport à vos candidats, à vos concurrents qui sont partis parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois avant vous? Vous savez ce qu'on dit? Le lièvre et la tortue? Voilà. vous, vous faites beaucoup de réunions sur le terrain, rencontrez beaucoup de gens? Je rencontre pas mal de gens, je vais sur le terrain et j'ai un retour assez positif. Je suis étonné que, en étant un petit candidat, puisqu'on est un petit peu méprisé par les grands candidats qui m'ont déjà demandé pour qui j'allais faire voter au deuxième tour. Je me suis demandé si j'avais dormi trop longtemps et que je n'avais pas vu que le premier tour était passé. Donc il y a un certain mépris, je trouve, de ces candidats. Un mépris vis-à-vis de nous, petits candidats, on est quand même assez nombreux, mais surtout un mépris pour les électeurs. On ne leur a même pas encore laissé la possibilité de s'exprimer au premier tour, qu'on a déjà décidé qui serait au deuxième tour. Vous n'avez pas été tenté de prendre une étiquette, puisqu'on dit candidat sans étiquette, effectivement, vous vous présentez uniquement sous votre nom. Vous n'avez pas été tenté de rallier un parti ou un autre pour justement apparaître comme un grand candidat? Non, parce que je considère que c'est aux électeurs de décider. Je ne suis pas le candidat d'un appareil. Puis vous savez, nous, ici, en Nouvelle-Calédonie, et notamment, c'est pas dans ma circonscription, mais en brousse, on met des étiquettes aux animaux. Donc, je ne veux pas d'étiquette. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être candidat, Pascal Lafleur? On a déjà eu l'occasion de vous poser la question, mais tout de même, pourquoi briguer aujourd'hui ce mandat, alors que jusqu'à présent, vous étiez plutôt éloigné volontairement, je pense, de la vie politique, que vous vous consacriez davantage à vos entreprises? Pourquoi tout d'un coup vouloir être candidat aux élections législatives? Parce que la Nouvelle-Calédonie est pour moi extrêmement importante. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, des Calédoniens, j'y attache beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, étant un déçu, un mécontent, je ne me retrouve plus dans les propositions faites par ceux qui se présentent. Et je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Moi, j'ai voté personnellement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour l'Avenir en confiance. En 2019 pour les provinciales? En 2019 pour les provinciales et en 2020 pour les municipales. À l'occasion de ces deux élections, l'Avenir en confiance a gagné contre Calédonie Ensemble. Aujourd'hui, on a un candidat Calédonie Ensemble et soutenu par une partie de ce qu'on appelait l'Avenir en confiance. Donc effectivement, je ne sais pas sur quel projet ils se sont réunis. Le projet qui est porté par Pierre Frogier du Rassemblement ne me convient pas sur la solution institutionnelle. Celui de la différenciation provinciale? Tout à fait. Donc voilà, je veux porter un autre projet. Et puis vous savez, je vais vous lire juste une petite chose qui date du 17 juin 2017. Campagne électorale des législatives. Madame Backès ne s'en cache pas, elle s'est autoproclamée chef de guerre. Nous portons exactement la vision contraire. Son parcours politique est uniquement nourri d'ambitions personnelles. Moi, je porte un projet collectif et suis fidèle à mes engagements, fidèle à mes valeurs, fidèle à mon parti. Philippe Dunoyer. Donc ça, c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans, mais soit il a changé d'avis. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, c'est vrai. Mais s'il rechange encore d'avis, on appelle ça des girouettes. Donc, moi, je n'ai aucune confiance. C'est un parti que les Calédoniens ont voulu écarter en 2019, écarter en 2020 lors des municipales. Et ma circonscription, c'est Nouméa et les îles. Je ne comprends pas pourquoi les Calédoniens iraient le remettre comme élu à l'Assemblée nationale. Alors, plusieurs questions. D'abord, pourquoi vouloir écarter Calédonie Ensemble? Vous dites en 2019-2020. Donc, c'est un parti dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, dans lequel vous n'êtes jamais reconnu? Jamais, parce que l'orientation politique de choix institutionnels et l'orientation de choix de société, je ne m'y reconnais pas.
En termes de choix de société, Calédonie Ensemble est plus proche de Paul Néautine que, à mon avis, de Sonia Backès ou du Rassemblement. Philippe Gomez a donné son accord il y a quelques années à André Dang et à Paul Néautine pour prendre la majorité dans SLN. Et on voit pourquoi SLN a des problèmes aujourd'hui. C'est en partie parce qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Philippe Gomez, en arrivant au pouvoir en 2004 ou 2005, a fait passer la province dans le capital de la SHN de 30 à 85%. Ce choix de société où les entreprises sont contrôlées par la puissance publique ne me convient pas. Et en plus, à cette époque-là, eh bien, il a fait partir beaucoup d'argent du territoire parce que les principaux actionnaires privés de la SHN étaient des sociétés métropolitaines que mon père avait fait venir autour de la table pour participer au développement de la Calédonie. Donc il a gaspillé de l'argent de la province, de l'argent des contribuables calédoniens, pour prendre une majorité. Et pour faire quoi? Est-ce que le tourisme va mieux depuis que la SHN est détenue par la province sud? Je ne crois pas. Alors aujourd'hui, l'Union loyaliste, d'une part, dit que Philippe Gomez, d'ailleurs il l'a annoncé lui-même, mais il ne se présente pas aux élections cette fois-ci, donc il est en retrait que Calédonie Ensemble aujourd'hui. Ça lui évite de perdre. Par ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas entendre leur argument quand ils disent qu'il vaut mieux être unis pour faire face aux indépendantistes dans les discussions institutionnelles? C'est par cet argument qu'ils justifient l'Union loyaliste qu'ils ont constituée. Hein. Je crois que raisonnablement, tout le monde souhaite être uni. On a bien vu dans le passé que c'est l'union qui avait permis de sortir la tête haute d'une guerre civile. L'union des deux côtés, puisque les indépendantistes étaient derrière Jean-Marie Tjibaou et les non-indépendantistes étaient derrière Jacques Lafleur. Ce n'est pas des appareils politiques qui doivent faire l'union. D'abord, ce sont les électeurs. Ensuite, on doit s'unir sur un projet de société, sur un projet institutionnel, un projet pour les Calédoniens. Là, j'ai l'impression qu'on s'unit pour être derrière le président de la République. Si le président de la République n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, au soir du 19 juin, ils seront des députés d'opposition. Puisque c'est le gouvernement, et Philippe Dunoyer devrait le savoir, puisqu'il a été député, à moins qu'il n'ait pas appris ça, c'est le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale qui vont gérer le pays. Ce n'est pas le président de la République. Si le président de la République gagne... Alors, vous ne croyez pas une majorité présidentielle à l'issue de ces élections législatives? Je n'en sais rien. Je pense qu'il est préférable qu'un président de la République ait la majorité. Mais les électeurs ne sont pas encore prononcés. Attendons de voir ce qui se passera le 19 juin. Et même s'ils font partie de la majorité, qu'est-ce que ça garantit? Et pourquoi faire? Est-ce que c'est l'un des débats, il n'y en a pas beaucoup dans cette campagne, mais les membres de les candidats de la majorité présidentielle affirment que on ne peut être efficace qu'en étant dans la majorité présidentielle, que les députés d'opposition, pratiquement, c'est inutile, c'est pas entendu. Alors je pense que si la majorité présidentielle sort majoritaire au lendemain du 19 juin et qu'il y a seulement 2 voix de majorité, les députés calédoniens, s'ils font partie de cette majorité, auront peut-être un poids. Si elle est plus large, ils seront tout seuls, au milieu d'autres. Ils ne seront pas forcément entendus. Je veux juste rappeler que le gel du corps électoral n'a pas été passé de glissant à plus glissant en 2007. Il a été voté par une majorité UMP, dont faisaient partie les parlementaires. Et ils n'ont pas été entendus. Donc, pour moi, je ne crois pas que ce soit une assurance. Je pense que ce qu'attend l'État, c'est qu'on soit à la hauteur. C'est qu'on soit capable de proposer des choses qui vont donner une image positive des Calédoniens, de la Calédonie, et qui peut éventuellement rejaillir positivement sur l'État. C'est pas d'avoir des godillots. C'est pas ça qu'attend l'État. L'État aujourd'hui, et je pense que l'État considère les Calédoniens et la Nouvelle-Calédonie, par la faute
de nos parlementaires comme des mendiants. Et c'est ce que j'entends dans la campagne, c'est on va avoir des crédits si on fait partie de la majorité présidentielle. Mais ça fait des années qu'on a des crédits. On a fait quoi avec ? Rien. Mais à l'inverse, si on l'a beaucoup entendu pendant la campagne présidentielle, la démarche est de dire il faut exprimer notre gratitude à l'égard du chef de l'État. Emmanuel Macron a fait beaucoup pour la Nouvelle-Calédonie pendant son premier quinquennat. Vous ne partagez pas cette opinion sur le rôle du chef de l'État en Nouvelle-Calédonie ? Non, mais j'ai pas dit que j'étais contre le chef de l'État. Moi, je ne me présente pas pour une majorité présidentielle, je me présente pour une majorité calédonienne, pour défendre les intérêts des Calédoniens. Si mes adversaires de la majorité présidentielle n'ont rien d'autre comme programme que de faire partie d'une majorité présidentielle, c'est dommage. C'est très dommage. Je pense que le président de la République, qu'il ait sa majorité, c'est bien, mais qu'on lui apporte surtout des solutions, parce qu'il ne connaît pas le territoire. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 5 dernières années ? Il a maintenu la date du référendum au 12 décembre, c'est ce qui est invoqué par tous ses soutiens. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ? Le ministre avait dit, suite à des réunions à Paris, où tout le monde était d'accord, pour fixer la date au 12 décembre. Il y a un an. Ouais. Ils avaient dit, OK. Et ensuite, il y a la crise sanitaire. Le ministre a dit, pas de problème. Si les conditions ne sont pas réunies du fait de la crise sanitaire, on déplacera ce référendum. Les conditions étant réunies, il l'a maintenu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il a tenu sa parole. C'est le moins qu'on puisse attendre d'un ministre de l'Outre-mer. Ensuite, quoi d'autre ? J'ai entendu, ils ont fait le document pour le oui et pour le non. C'est qu'on n'a pas été capable, nous, de le faire nous-mêmes. Donc, oui, l'État encore était obligé de faire quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'on les oblige à faire quelque chose qu'ils font des choses extraordinaires. Et puis, vous savez, pendant 5 ans, Emmanuel Macron, il a comme d'autres problèmes bien plus importants que ceux des Calédoniens, avec les gilets jaunes et la crise sanitaire. Donc, franchement, ça n'a pas été sa préoccupation. Il y a un minimum qui a été fait, oui, très bien. Mais de là à dire qu'il a fait quelque chose de fantastique, alors par rapport au précédent, c'était peut-être beaucoup, mais c'est pas fantastique. Mais on ne peut pas lui en vouloir non plus. Alors vous-même, vous dites que vous ne vous reconnaissez pas dans les propositions institutionnelles qui existent, dans celles des autres candidats loyalistes, entre guillemets, puisque je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas. Non. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez comme projet ? D'abord, je vais vous dire que je ne connais pas beaucoup de projets. J'en connais un, celui de Pierre Frogier, la différenciation provinciale, qui a été plus ou moins accepté par Sonia Backès en hyper-provincialisation. Je suis opposé à cela parce que je pense qu'on va diviser la Nouvelle-Calédonie et c'est pas comme ça qu'on fait un destin commun. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils proposent. Cette nouvelle alliance, est-ce que Calédonie Ensemble, dont M. Dunoyer se dit fidèle à son parti, qui était pour une indépendance association, qu'est-ce qui va l'emporter entre Sonia Backès et Philippe Dunoyer et Philippe Gomez ? Parce que Philippe Gomez s'est pas présenté parce qu'il voulait pas perdre, mais ça m'étonnerait qu'il soit absent de tous ces débats. Va-t-on le voir ressortir au sénatorial ? J'en sais rien, mais pourquoi pas ? Donc, moi, ce que je veux dire aux électeurs qui ont, comme moi, voté pour l'avenir en confiance il y a 3 ans et il y a 2 ans, ne vous faites pas enfumer. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de majorité présidentielle, on ne sait pas sur quel projet, et il risque d'avoir un député Calédonie Ensemble, qu'ils ont rejeté par 2 fois ces 3 dernières années. Et c'est lui qui sera autour de la table des négociations. Hein. C'est pas Naya Wateou. Et vous avez vu Naya Wateou, toute petite sur l'affiche. Qui est la suppléante qui est la suppléante dans la première. Au début, j'ai cru que c'était Emmanuel Macron, le suppléant. Non mais franchement, c'est un mépris pour une femme et pour une suppléante. Vous-même, si vous êtes autour de la table, quel projet institutionnel que vous allez porter, Pascal Lafleury ? Quel est le projet que vous voulez proposer aux Calédoniens pour sortir de l'impasse dans laquelle la Calédonie est actuellement ? Alors un projet dans la France, ça c'est évident, on a eu 3 référendums, les gens sont prononcés. Pour moi, il ne faut plus qu'on parle indépendance, pas indépendance, pendant une très longue période. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est un projet où
l'esprit de la poignée de main et des accords de Matignon soit la base. Le dialogue et le partage. Donc ça veut dire qu'il ne faut exclure personne. Et quand je dis exclure personne, c'est ne pas exclure la minorité qui a perdu au référendum, mais il ne faut pas exclure non plus ceux qui sont aujourd'hui exclus, parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Et ces gens-là doivent impérativement, pour des raisons d'abord de justice et de droit, retrouver cette possibilité de s'exprimer. Le dégel du corps électoral, c'est pas négociable. Non. On a des gens qui viennent ici, sont des consommateurs, sont des investisseurs. Ils viennent contribuer au développement du territoire. Et ils n'auraient pas le droit de choisir ceux qui vont être élus pour diriger le pays et donc fixer les orientations. Ça, franchement, on est français ou pas ? Sur la proposition institutionnelle, on a retenu l'un des thèmes, forcément, vous ne voulez plus que 2 provinces. Vous persistez dans ce... Comment c'est reçu d'ailleurs par les personnes que vous rencontrez ? Alors, oui, j'ai pas fini, c'est vrai que vous avez raison de me rappeler à l'ordre. La provincialisation, je pense que ça fait partie du partage. Donc il faut la maintenir, maintenant il faut la rénover. Il y a des choses qui ne sont pas efficaces. Dans les provinces, elles seraient préférables au niveau du territoire. Donc je pense à la compétence du tourisme, par exemple, déjà, parce que je connais un peu ce dossier-là. Il faut que ce soit le territoire. Il y en a certainement d'autres. Mais 3 provinces, c'est trop. C'est trop parce que on est moins efficace et on répartit les budgets. Quand on n'a plus d'argent, eh bien, c'est plus difficile de répartir sur 3 provinces que sur 2. Et puis quand on regarde ce qui s'est passé dans les 2 provinces indépendantistes depuis 20 ans, pas grand-chose. Et les populations n'ont toujours pas accès à l'eau, à l'électricité. J'entendais sur votre antenne, il y a peu de temps, une personne de la côte Est, dans le Nord, qui se plaignait de son environnement qui n'avait pas évolué. Eh bien, cette non-efficacité, si on réduit le nombre de provinces, on aura peut-être une meilleure efficacité et une meilleure répartition budgétaire qui permettra d'agir pour le bien de la population. Comment c'est ressenti ? Quand je l'explique et que je peux échanger, c'est assez bien ressenti. J'ai même eu en réunion quelqu'un des îles qui m'a dit ça peut être bien perçu aux îles, mais par la population, pas par les élus. Après, d'autres pensent que je veux mettre la province des îles avec la province Nord. Je n'ai jamais dit ça. Je veux que ce soit à la suite d'un dialogue, notamment avec les gens des provinces et les populations. Pourquoi pas ne proposer de les faire voter sur un choix ? Voulez-vous rejoindre telle province ou telle province ? A priori, les îles ont plus de liens avec la province sud. C'est également ce que vous pensez ? Vous allez laisser chacun... C'est ce que je préconise. Mais je ne veux pas imposer quelque chose. Je n'habite pas dans les îles. Donc je pense que ce sont les provinces des îles qu'il faut absolument... La province des îles qu'il faut interroger. Et mon projet, il ne tourne pas uniquement autour d'une solution institutionnelle. Cette solution institutionnelle doit être accompagnée par du développement. Du développement parce que la solution institutionnelle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, les Calédoniens sont confrontés à un certain nombre de problèmes. La vie chère, l'insécurité, trouver un emploi. Et si on ne répond pas à tout ça, quelle que soit la solution institutionnelle, on ira dans le mur à court ou moyen terme. Et alors comment on y répond ? C'est un peu la quadrature du cercle. On voit les difficultés économiques et financières de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Vous avez une solution, vous, pour sortir la Calédonie de cette situation ? J'ai une solution, ça serait un peu prétentieux de ma part. J'ai des orientations. Je crois qu'il faut rendre la Nouvelle-Calédonie attractive. Attractive parce qu'on a perdu 15 à 20 000 personnes qui sont parties de la Calédonie. Il faut qu'on se pose d'abord la question, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'ont pas de perspective, ont des difficultés pour trouver des emplois, on les matraque fiscalement, pour certains, on ne leur donne pas le droit de vote. On fait tout pour les faire partir. Moi, je pense qu'il faut rendre la Nouvelle-Calédonie attractive sur différents points. Faciliter aux entreprises et aux entrepreneurs
de pouvoir développer des activités parce qu'on va créer de la richesse. En créant de la richesse, on va créer des emplois, on va créer des impôts directs et indirects qui vont remplir les caisses du territoire. Je crois aussi que ce développement et ce qui doit être apporté aux Calédoniens doit se faire sur d'autres secteurs. L'enseignement. On parle d'emploi local. Moi, en tant que chef d'entreprise, je préfère embaucher des gens localement, mais il faut qu'on les trouve et qu'ils soient formés. Et au niveau enseignement, les élèves qui passent le bac n'ont pas un niveau suffisant pour une grande partie. Il y en a une petite partie qui réussit très bien, et j'en ai reçu un certain nombre. C'est une fierté d'avoir des jeunes qui, avec un enseignement qui est de plus en plus compliqué pour apporter tout ce qui est nécessaire aux jeunes, qu'ils y arrivent. Et ils y arrivent, mais ils y arrivent encore plus parce qu'ils vont en métropole ou ailleurs, en Australie, au Canada, et ils font de brillantes études. Mais ils sont trop peu. Et on en laisse sur le bord de la route. Donc il faut absolument qu'on en laisse de moins en moins sur le bord de la route et qu'on les prenne à partir de la maternelle, qu'on les accompagne, qu'on fasse tout pour qu'ils arrivent au bac avec toute la connaissance nécessaire. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens de donner des cours à leurs enfants. Donc ces enfants sont sacrifiés s'ils ne suivent pas. Les parents travaillent, parfois le père et la mère. Ils n'ont pas le temps, ou parfois, malheureusement, pas les connaissances pour accompagner leurs enfants. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On les sacrifie. Ça fait 2 générations qu'on a sacrifié. Il faut, à mon avis, revoir tout ça. Mais alors pour remettre en œuvre ces propositions, pour rendre la Calédonie attractive, comme vous le dites, il faut du temps également. Oui. Donc il faut lever l'hypothèque institutionnelle. Il va bien falloir un jour en sortir quand même. Ah ben, il faut en sortir vite. Il faut en sortir rapidement, c'est-à-dire pour moi dans les 2 ans qui viennent, il faut qu'on sorte une solution institutionnelle. Mais cette solution institutionnelle, elle doit être accompagnée de mesures d'orientation qui vont redonner la confiance, aux consommateurs, aux investisseurs, aux gens qui viendront s'installer sur le territoire. Les 15 000 qui sont partis, s'ils pouvaient revenir, ça serait une bonne chose. Donc il est primordial qu'on arrive à cette solution institutionnelle dans les plus brefs délais. Alors vous avez parlé de l'esprit de la poignée de main, ouais. C'est là-dedans que vous vous inscrivez. Comment recréer aujourd'hui les conditions de ce dialogue qu'on a connu en 88 évidemment, et puis en 90, qu'on a su recréer en quelque sorte, même d'une manière différente en 98. C'est possible encore aujourd'hui? Bien sûr. Ce que je ne voudrais surtout pas, c'est qu'on recrée les conditions de 1984. Et je pense qu'on n'y est pas très très loin. Mais pour avoir réussi cette poignée de main, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu 2 personnes qui n'aient comme ambition que l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et de ses populations. Il a fallu que ces 2 personnes opposées se fassent confiance et qu'elles ressentent donc une crédibilité de la personne qu'il y avait en face. Si on réussit déjà à réunir des gens autour de la table qui ont comme seul intérêt la Nouvelle-Calédonie et ses habitants, qui se font confiance parce qu'ils n'ont pas en face d'eux des gens qui ont des discours radicaux qui creusent un fossé, donc il y aura de cette crédibilité qui est nécessaire. Et je suis persuadé que c'est la volonté de la grande majorité de la population. Ce n'est pas forcément les états-majors, on le voit. Moi j'entends certains discours de candidats, on est dans l'extrême. Comment peut-on tenir un discours comme ça et se dire après on va discuter, on va se faire confiance et non? Les uns vous diront qu'ils répondent aux outrances ou au radicalisme des propos d'un certain nombre de leaders indépendantistes ces derniers mois. Voilà. Alors, parce qu'il y en a qui sont radicaux, il faut être aussi radicaux. Comment on en sort dans ces conditions? Moi, je pense qu'il faut faire un peu le ménage des 2 côtés.
je suis certain, j'ai rencontré des gens, des indépendantistes. Ils veulent tous vivre en paix ici. Ils ne sont pas forcément dans cette vision radicale qui transparaît dans les discours de leurs leaders. Donc, il y a des jeunes, il y a des chefs d'entreprise qui aimeraient participer à ce débat. Leurs leaders les en empêchent. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, moi, vous savez, j'avais proposé la disparition du ministère de l'Outre-mer pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si j'ai déjà exposé chez vous, et qu'une personne nommée par le président de la République puisse s'atteler, mais avec tout le temps nécessaire, pas venir une semaine ici ou 3 semaines, 15 jours enfermés en confinement, pour s'occuper du dossier calédonien. Mais avec des Calédoniens, avec la société civile, en faisant le tour du politique, en faisant le tour de l'associatif, en associant les Calédoniens. Et après avoir fait ce travail, je suis certain qu'il serait en mesure de mettre sur papier quelques grandes orientations, et que ces grandes orientations, on n'aurait plus qu'après à les finaliser comme un projet. Vous avez déjà une idée du profil de cette personne, voire de son identité? Il y a quelqu'un aujourd'hui qui connaît assez bien le dossier calédonien, selon vous, en métropole, pour s'en saisir de cette manière? Je vais être honnête avec vous, oui, j'avais un profil, mais je viens d'apprendre, en lisant la presse hier, qu'il avait été déjà battu aux élections législatives. Vous parlez de Manuel Valls. Je parle de Manuel Valls parce que c'est quelqu'un qui, me semble, s'être beaucoup investi pour la Nouvelle-Calédonie. Et je pensais qu'il avait tous les critères pour remplir ce poste, et qu'il n'était pas sectaire, et qu'il serait en mesure de s'entourer de gens de la société civile, justement pour faire ce travail. Bah, remarquez, maintenant qu'il ne sera pas député, il aura du temps, donc vous pouvez peut-être lui proposer. Pascal Lafleur, nous arrivons au terme bientôt de cette interview. Encore un mot, on a parlé de votre campagne au tout début. Un regret, vous n'avez pas pu aller dans les îles Loyauté? Oui, effectivement, j'ai pas pu y aller. Je ne peux pas y aller. J'avais prévu d'y aller demain et après-demain. Et je tiens à présenter toutes mes excuses aux gens des îles que je ne pourrai pas visiter à l'occasion de ce premier tour. J'espère y aller entre les 2 tours. Parce qu'un problème technique, a priori, il n'y avait pas de place sur Aircal pendant ces vacances scolaires. Et donc, j'avais demandé à affréter un avion pour y aller. Et on m'a dit hier que finalement, non, l'avion n'était pas disponible parce qu'il était en révision. Et les 2 jours, pour Marais et pour Lifou, il n'y a aucun avion disponible, ils sont en révision en même temps. C'est dommage. Donc, je souhaite vraiment m'excuser auprès des gens des îles, parce que les visites étaient prévues, tout était organisé, et je ne peux pas y aller. Et les gens des îles écoutent la radio, donc ils auront pu entendre vos déclarations. L'île des Pins, en revanche, c'est prévu. C'est prévu vendredi matin, mais je donne rendez-vous aux gens des îles entre les 2 tours. C'est bien noté. Quelques rendez-vous encore avant le premier tour? Vous allez continuer à essayer de voir le maximum de gens? Oui, tout à fait. Des rendez-vous notamment dans les médias, et puis des rendez-vous sur le terrain avec des réunions de proximité, et aller à la rencontre des gens, que ce soit dans la rue, sur les marchés, des choses comme ça. Parce que on a fait une grande réunion, mais dans ces grandes réunions, les gens, c'est très difficile de s'exprimer et de leur répondre. Et moi, je souhaite de la proximité, parce que je souhaite passer un message, mais je souhaite surtout entendre ce que souhaitent les Calédoniens et savoir quelles sont leurs préoccupations. Pascal Lafleur, candidat sans étiquette dans la première circonscription. Merci d'être passé par les studios de Radio Rythme Bleu. Merci à vous de me permettre de passer mon message.